Bonjour tout le monde, bienvenue à priori pour le 5e épisode de la saison. Aujourd'hui, je suis accompagné de Liliane, où on va parler de féministes. Salut Oui, Liliane. allô. Bon, allez, on va commencer ça en force. Peux-tu me dire, Liliane, qu'est-ce que... T'es qui dans le fond, pour le monde qui te connaisse pas? Ouais. Et moi, je suis à ma deuxième année en biapri. Je suis la VP interne du biapri, pardon. Donc, je m'occupe de tout ce qui est comité et du CETERIS, notre merveilleux café étudiant. Puis l'année passée, j'étais la coordo du comité environnement. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'implications pour le BAPRI. Ça, Ouais. c'est le fun, ça. On aime notre bac. Ben oui, c'est toujours le fun. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mhm. On niaise pas. Donc, Liliane, tu pourrais-tu me dire, pour mettre les bases, là, c'est quoi le féminisme? Ouais, parce que là, aujourd'hui, on va parler de féminisme. Là. Des fois, ça fait peur quand on dit ça, mais c'est vraiment pas un gros mot. Parce que quand on regarde juste la définition, c'est assez simple, qu'est-ce que ça veut dire. Selon Larousse, le féminisme, c'est un courant de pensée et un mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout simplement. OK. Donc, pour certains auditeurs, donc faut pas oublier que justement, c'est l'égalité homme-femme, hein, tu sais, Mhm. parce qu'on a souvent tendance à penser que le féminisme, c'est comme extrême, genre, on veut Ouais. que les femmes voudraient être supérieures aux hommes. Tu sais, je pense que c'est bien que tu aies dit ça pour qu'on puisse vraiment partir sur une bonne définition du féminisme pour Ouais. que le monde comprenne. Des fois, les gens ils pensent que le féminisme, c'est brûler des brassières, vouloir prendre le contrôle du monde, puis vouloir renverser tous les systèmes, mais c'est vraiment pas ça. Là. Fait disparaître les hommes. Là. Non, c'est vraiment pas ça. Donc, un peu comme le podcast est nommé, évidemment, on est rendu avec le féminisme en 2024, tu sais, pour les avancées qu'on est rendu, tu sais, comme ça a commencé, il y avait le droit de vote, les femmes peuvent faire les mêmes jobs que les hommes. Là, aujourd'hui, c'est plus comment ça s'interprète en 2024, le C'est féminisme? ça. Là, on n'est plus dans les grandes revendications des droits parce que selon l'aspect légal, on a acquis beaucoup de droits. Il y a eu comme les 3 vagues de féminisme. Là. Donc, la première qui était vraiment pour tout ce qui est droit de vote. La deuxième qui était surtout accès à la contraception. Puis la troisième là, qui s'éparpille un peu, qu'on pourrait dire qu'on est encore dedans. Là. Donc, tout ce qui est nouveau féminisme contemporain, féminisme intersectionnel, tout ça. Puis là, au Canada en 2024, ben, comme on dit là, avec la définition, tout ça, on remarque comme une réticence de certaines personnes de se dire féministe, comme s'il y avait un recul un peu comparé aux années, mettons, 2010. Puis on parle même pas juste des hommes. Là. Il y a des femmes qui veulent pas se dire féministes. On sent une réticence par rapport à ça. Mais pourtant, quand on regarde la définition, comme on a regardé tantôt, ben il y a pas... La définition, elle comporte pas vraiment un caractère extrême ou radical. Fait qu'on peut se demander justement pourquoi ces personnes ont peur de s'identifier à ce mouvement-là alors que ben, il n'y a pas le caractère radical. C'est plus comment les médias vont dépeindre le féminisme, comment ils vont montrer justement des personnes un peu frustrées ou des personnes très radicales, alors que c'est pas nécessairement ça. Puis dans le fond, on peut se dire que c'est bizarre qu'il y ait des femmes qui veulent pas nécessairement être féministes. Mais dans le fond, souvent, c'est à cause de la misogynie internalisée. C'est pas juste les hommes qui sont sexistes, c'est vraiment le système. Donc, même les femmes ont du sexisme à l'intérieur d'elles sans même s'en rendre compte. Tu sais, des fois, on voit comme des filles qui disent qu'ils veulent être one of the boys. Ah non, moi, je suis pas comme les autres, nanana. Puis ça, justement, c'est de la misogynie internalisée, c'est de pas vouloir être associé à des traits féminins ou à la communauté féminine parce que sans s'en rendre compte, on a nous-mêmes internalisé du sexisme. Puis ça, dans le fond, c'est une manière de vouloir plaire aux hommes puis de répondre justement à ce que le patriarcat veut de nous. Puis le patriarcat veut que les femmes soient en compétition parce que justement, c'est comme ça qu'il peut les contrôler puis les soumettre. Parce que si les femmes étaient toutes solidaires entre elles, ça serait pas comme ça en ce moment. Donc, dans le fond, en résumé, en 2024, c'est vraiment rendu dans une sphère plus profonde dans le système Ouais. de nos valeurs qu'on grandit. Tu sais, c'est peut-être un phénomène plus sociologique. Exact. Puis il y a aussi l'aspect de, dans le fond, tu dis qu'il faut que les femmes soient solidaires parce que dans le fond, il y en aurait comme une partie qui aurait internalisé le patriarcat, dans le fond, comme tu dis. Puis il y en aurait d'autres qui seraient comme plus... Ben, ils auraient comme réalisé qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ben, puis même les femmes que tu dis qui auraient réalisé justement qu'est-ce qui se passe, des femmes qui se disent féministes, mais on a quand même du sexisme internalisé. C'est juste qu'il faut en être conscient puis il faut essayer de travailler là-dessus, mais on a tout ça en nous, là. C'est juste le fait que on veut tout le temps être, mettons, la plus belle ou qu'on se soucie beaucoup de ça. Ben ça, il faut
c'est correct, mais il faut être conscient que ça vient d'une injonction du patriarcat qui est de justement vouloir plaire aux hommes, être, dans le fond, attirante. Et c'est un exemple. Là. Il y a d'autres choses aussi. Là. OK, puis aussi, c'est intéressant, tu dis que c'est comme, dans le fond, les sexes sont comme internalisés. On a comme des tâches ou des trucs reliés aux deux sexes. Ouais. C'est comme les femmes, tu dis, il faut qu'elles soient belles, puis d'autres choses aussi. Là. Ouais. Ben, je reviendrai pas sur le sujet parce que je sais qu'il y a un podcast qui a été fait entièrement là-dessus, d'autres saisons. Mais tu sais, juste le paradoxe chasseur-proie là, entre les hommes et les femmes, ben ça, c'est vraiment un bon exemple de comment on a internalisé nos rôles, puis que sans même s'en rendre compte, c'est du sexisme de se dire qu'on est comme une proie, les femmes. Là. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir le podcast qui a été fait là-dessus ou d'aller lire le livre, là, dans le fond, Le principe du cum shot qui parle exactement de ça. Ouais, ça, le podcast, justement, dans la première saison d'A priori, on fait une petite mention. Un shout-out. Ouais, ben, ça fait quelques temps qu'il a été fait, mais toujours à jour. Donc, c'est ça, qu'est-ce que je voulais en venir, c'est que dans le fond, le féminisme peut aussi s'appliquer aux hommes, parce que, vu que, ben, tu sais, ça va dans les deux sens, les femmes, ils ont comme eu des rôles préétablis, les hommes aussi, donc, je pense, ben, comme les hommes pourraient avoir intérêt aussi à être féministes. Ben, absolument, là. Parce que le patriarcat, il ostracisé pas juste les femmes, les hommes aussi en subissent les conséquences. Donc, le féminisme, ça peut juste amener du positif aux hommes également. Là. Puis c'est important que les hommes aussi appuient la cause du féminisme. Ouais, c'est vrai. Donc, pour continuer, tu pourrais-tu nous donner des exemples un peu où les femmes subissent encore des inégalités que les hommes en 2024? Parce que comme on le sait que il y en a encore, là, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Ah oui, il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui disent qu'on n'a plus besoin du féminisme du féminisme en 2024, mais c'est complètement faux. On le sait, juste quand on parle d'agression sexuelle, il y en a encore beaucoup trop. Une femme sur 7 va vivre une agression sexuelle dans sa vie. Puis dans le fond, il y a aussi des inégalités par rapport au salaire. Les femmes gagnent en moyenne un équivalent temps plein de 18% moins que les hommes. Puis les femmes aussi consacrent quotidiennement 1 heure, 20 minutes de plus que les hommes aux tâches domestiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail invisible, dans le fond. Donc c'est du travail qui est non rémunéré puis qui est invisible, justement, mais qui est très, très dur émotionnellement, puis que c'est beaucoup plus les femmes qui vont faire. Puis par rapport aux violences spécifiques là, subies par les femmes, donc les féminicides, mettons en 2018, il y a 121 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire. Donc ça, souvent, c'est justement relié à la violence conjugale, tout ça. Puis c'est quand même un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'on parle beaucoup plus. Puis juste quand on pense aux stéréotypes sexistes, ben il y en a encore beaucoup qui subsistent dans la société. Puis ça exige un travail permanent de déconstruction des idées reçues. Puis, dans le fond, on le sait qu'il y a toujours un risque de recul. T'sais, souvent, les gens vont dire « Ah, mais tu sais, vous avez le droit de vote, vous avez le droit à l'avortement. » Mais il y a toujours un risque de recul, puis on peut juste le constater justement avec le droit à l'avortement, qui est régulièrement menacé. Et sur la situation des femmes les plus pauvres, qui s'aggrave de plus en plus, là. Puis dans le fond, ce qu'on peut se dire, c'est, pour répondre à ceux qui disent « Ah, mais tu sais, genre, les hommes et les femmes sont beaucoup plus égalitaires, pourquoi il faudrait encore avoir du féminisme? » Ben, tu sais, aujourd'hui, l'espérance de vie des humains a beaucoup augmenté. Est-ce qu'on a encore besoin des médecins? C'est ça, hein? La réponse, c'est oui. Donc, il faut continuer à se battre si on veut pas perdre justement nos droits et libertés. Puis, il faut vraiment pas les prendre pour acquis, là. Mais c'est ça, c'est toujours, dans le fond, de progresser. Exact. C'est juste que je pense que qu'est-ce que tu dis, c'est que les gens s'en rendent peut-être pas compte parce que c'est vraiment plus un travail de soi, de réaliser comme où est-ce qu'on en est rendu avec nos habitudes, puis de dire, ben, tu sais, j'ai toujours fait ça, puis je m'en ai peut-être pas rendu compte, mais tu sais, dans le fond, c'était sexiste, puis tu sais, c'était ça allait contre l'égalité, tu sais, entre les hommes et les femmes, tu sais. Parce que tu sais, tout ce que tu dis, tu sais, surtout c'est comme les femmes qui passent plus de temps pour faire les tâches ménagères. Des fois, peut-être qu'on s'en rend même pas compte. Peut-être que même les femmes, genre, je sais pas, dans les tâches ménagères, peut-être qu'ils ont appris à toujours à être plus à leur affaire, genre, donc avoir peut-être un plus haut standard dans les tâches ménagères. Fait que c'est pour ça qu'ils en font plus. Puis, les hommes, eux autres, ils ont appris autre chose dans leur vie, parce que c'est comme ça qu'on est encore dans notre société. Il y a encore comme une séparation, on dirait, des tâches hommes-femmes, même si on essaye d'avoir cette égalité-là. Donc, c'est vraiment
font un travail de société. Là, c'est ça, le sexisme est comme pas dit. Tu sais, quand on pense juste à la salarisation des stages, ben c'est pas dit que c'est des mesures qui sont sexistes, mais je veux dire, c'est quand même bizarre quand on regarde que tous les stages qui sont non rémunérés, c'est pour des métiers à prépondérance féminine, qu'on pense aux infirmières, aux travailleuses sociales, psychoéducatrices, aux enseignantes. Puis c'est des personnes qui vont devoir travailler bénévolement pendant leur stage du 40 heures semaine, alors que des métiers en génie qui sont en prépondérance masculine, eux, tous leurs stages sont rémunérés. C'est ça, dans le fond, c'est comme si les métiers des hommes ils avaient été plus valorisés par la société, puis on s'en rend pas compte. Là, même chose quand on regarde les DEP. Les DEP qui sont très payants, c'est souvent des DEP plus masculins, charpenterie-menuiserie, plomberie, électricien, alors que, mettons, coiffeuse, esthéticienne, souvent, ça va être des métiers qui sont moins bien payés. C'est vrai, ça, c'est des bonnes constatations. Tu sais, juste en ce moment, tu m'en apprends quand même un peu, là, tu sais, je veux dire, puis je suis quand même à l'affût de ça, là. Mais tu sais, comme tu disais, pour le travail invisible, là, des tâches plus domestiques que les femmes font, là, c'est comme si on prenait pour acquis que c'était normal que ça soit, mettons, la maman qui va plus s'occuper des enfants, qui va plus... Tu sais, c'est comme pris pour acquis que si l'enfant est malade, ben c'est elle qui va prendre congé à son travail pour venir s'occuper de l'enfant malade. C'est pas le papa. Ouais, c'est vrai, ça. Ça, puis tu parlais de l'avortement aussi, tu sais, c'est vrai qu'on a des peurs en ce moment là, pour le recul, je pense, tu sais. Tu sais, parce que même en même temps, au Québec, là, on se dit, on est quand même un des États les plus progressistes d'Amérique du Nord, je pense. Là, on est quand même les plus progressistes dans le Canada, qui est plus progressiste par rapport aux États-Unis. Donc, j'aimerais ça que tu développes un peu là-dessus. Dans le fond, on a-tu vraiment des peurs? Ben, je veux dire, on aurait-tu vraiment des raisons d'avoir peur de perdre l'avortement au Québec? Ben, premièrement, il y a 2 points par rapport à ça. Je pense que de un, faut pas juste réagir quand on a peur que le droit soit enlevé à nous. Il faut aussi réagir en solidarité, par exemple, avec les femmes américaines. Puis de 2, ben oui, il y a raison d'avoir peur que ça s'en vienne ici. Par exemple, il n'y a déjà pas de clinique d'avortement à l'île du Prince-Édouard. Donc, les femmes qui habitent à l'île du Prince-Édouard qui veulent se faire avorter doivent changer de province. Et présentement, il y a plusieurs cliniques d'avortement qui ferment. Puis aussi, il y a 40% du Parti conservateur du Canada qui s'est dit contre l'avortement dans les dernières années. Puis ce parti, ben, on sait qu'il s'en vient au pouvoir sans équivoque. Là. On ne sera pas de cachette. Là. Aux prochaines élections, c'est eux qui feront s'en venir. Puis dans le fond, même s'ils ne vont pas nécessairement faire d'action pour interdire le droit à l'avortement, ils ne vont pas nécessairement l'encourager non plus. Là. Non, c'est ça. Tu sais, justement, vu que tu sais, en plus, je divague un peu, là, parce que les conservateurs, on voit qu'ils ont comme 2 discours. Là, ils en ont un francophone, ils en ont un anglophone, parce qu'on sait qu'au Québec, on n'a pas les mêmes valeurs qu'au reste du Canada. Puis ils vont comme éviter de parler de ça. Dans le message en français, ça va surtout s'attaquer à d'autres causes, mais pourtant, ça fait quand même partie de leur plateforme de parti, là, de faire ça. Puis leur plateforme de parti fait beaucoup la promotion de l'accès à la santé. Si on parle d'accès à la santé, on parle aussi à l'accès à la contraception et à l'avortement. Ça fait partie du système de santé. Puis, dans le fond, l'avortement, c'est juste... Ben, en fait, interdire le droit à l'avortement, c'est juste, en fait, une forme de contrôle sur le corps des femmes. Ouais, exactement. Parce que, je veux dire, ça revient pas à l'État de décider d'une décision aussi individualisée qui touche littéralement juste un individu. Puis, faut se dire, est-ce que c'est légitime d'interdire qu'il y ait une loi, mettons, qui contrôle le corps des femmes par rapport au fait que certains États aux États-Unis aient adopté des lois qui l'interdisent, s'il n'y a pas d'autres lois qui visent à encadrer les hommes dans ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Il n'y a aucune loi comme ça. C'est drôle parce que, tu sais, les partis plus à droite, conservateurs, sont toujours genre pour les libertés plus individuelles que collectives. Exact. Puis pourtant, ça se contredit parce que tu enlèves une liberté individuelle en faisant ça. Donc, tu sais, on voit qu'il y a comme un peu... du patriarcat, genre, au sein de ces partis-là. Ben, c'est très paternaliste là, de dire « Oh non, mais nous, on sait plus que toi ce qui est bien pour toi. Ben, donc, on va décider pour toi ce que tu fais avec ton corps. Ben, » C'est exactement. Là. Donc, on va avancer un petit peu. J'aurais une autre question. Tu sais, on parle... je pense que c'est un peu connecté avec le féminisme. Là, on parle de la culture du viol. Ouais.
Je pense que, tu sais, c'est un peu vague dans l'esprit de ben du monde. Ouais, même c'est moi, un concept qui englobe beaucoup de choses. Tu sais, même moi, je pourrais pas, genre, te dire exactement c'est quoi. Tu sais, je sais un peu vaguement, tu sais. Fait que, est-ce que tu penses que tu pourrais nous développer un peu là-dessus, puis le lien qu'il y a avec le féminisme? Ouais. Ben, en fait, c'est important de comprendre que la culture du viol, c'est pas juste le viol. Ça englobe vraiment d'autres choses. Je vais vous dire c'est quoi la définition selon ONU Femmes, puis après ça, on va en parler plus des grandes lignes, là. Dans le fond, la culture du viol, c'est l'ensemble de comportements qui banalisent, excusent et justifient les agressions sexuelles ou les transforment en plaisanterie et divertissement. Le corps des femmes y est considéré comme un objet destiné à assouvir les besoins des hommes. Les commentaires sexistes abondent et ils créent un climat confortable pour les agresseurs. Dans une telle culture, la responsabilité de l'agression repose sur la victime dont la parole est remise en cause. Donc, en résumé, la culture du viol, c'est vraiment de banaliser les agressions sexuelles. Puis là-dedans, on peut rentrer aussi des commentaires sexistes, du harcèlement, tout ça. Donc, c'est comme de prendre les agressions sexuelles comme si c'était des cas isolés. Comme si c'était... J'explique que c'était normal, dans le fond, c'est ça ouais, qu'on comme dit. si Là. c'était n'importe quel fait divers, là. Mais dans le fond, on constate que ben, la culture du viol relève vraiment d'une certaine violence systémique qu'il y a, parce que le système accepte ces violences-là ou les diminue comme si c'était pas vraiment grave. Puis on sait qu'il y a à peine 5% des femmes agressées qui portent plainte, puis il y a vraiment un problème avec le système judiciaire puis les plaintes d'agression sexuelle présentement, parce que il y a vraiment plusieurs obstacles pendant le processus de plainte de l'agression sexuelle. Puis les survivantes, ils savent que leur parole va être remise en doute, surtout si c'est des femmes marginalisées, là, comme les femmes autochtones, les femmes qui sont dans l'industrie du sexe, tout ça. Parmi les agressions qui sont déclarées, il y en a 3 sur 1000 qui vont se solder par une condamnation. Ah, OK, hey. Puis ça, c'est juste parmi eux autres qui sont... C'est juste parmi ceux-là qui sont déclarés. En plus... Donc, le 5% qui sont déclarés. Donc, il y a 95% qui n'est pas déclaré. Puis, parmi les 5% qui sont déclarés, il y en a 3 sur 1000 qui mènent à une condamnation. Donc, quand c'est ça, c'est quand même ultra triste de Vraiment. savoir que c'est autant banalisé parce que quelqu'un qui fait un meurtre, ben, il va être condamné. Ben c'est ça, on banalise un peu, tu sais. C'est comme si c'était pas la même chose, mais tu sais, pourtant, c'est un crime pareil. Là, Ouais, c'est un crime très grave. Puis pourtant, les violences sexuelles, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg quand on parle de violences systémiques, là. Il y en a vraiment d'autres qui demeurent invisibles parce que les violences à l'égard des femmes sont vraiment pas juste physiques, elles prennent aussi plusieurs formes, puis se manifestent à tous les niveaux, là, comme les inégalités, les politiques d'austérité, les lacunes dans le système. Dans le fond, toutes ces violences-là, elles s'imbriquent puis se renforcent mutuellement. Puis c'est ça qui fait que la violence est comme systémique, là. Mais ça, dans le fond, tu dis, c'est comme s'il y avait une base par des petits gestes, puis après ça fait qu'en sorte qu'on peut en faire des plus gros. Ouais. Des plus gros encore. Puis là, la pointe, justement, c'est les agressions sexuelles. Tu sais, pourquoi dans notre société, c'est accepté que ton collègue de 50 ans te fasse des petits calls bizarres sur ton apparence, qui te trouve belle? Tu sais, pourquoi c'est vu comme une blague? C'est pas du tout une blague, là. C'est littéralement Ben non, c'est une agression malsain. sexuelle. Là. Et c'est très malsain, là. C'est ça. Là. Ouais. Puis dans le fond aussi, on met le blâme sur les victimes, comme tu dis. Ouais. Tu sais, c'est bizarre parce que imagine, là, tu te promènes sur la rue Saint-Joseph à Québec, là, tu sais, puis tu te fais frapper par quelqu'un, là, mais on va pas dire, la victime avait juste à pas se promener là, même, tu sais, parce qu'on sait que c'est une rue, qu'il se passe des affaires, pis tout. Mais là, si c'est une agression sexuelle, ben là, fallait pas, tu fasses attention. Les premières questions qu'on va poser à quelqu'un qui déclare une agression sexuelle, c'est est-ce que tu étais en état d'ébriété, puis comment tu étais habillé. Puis comment notre système fonctionne, il y a la présomption d'innocence, puis c'est à la victime de prouver qu'elle a subi un dommage. Donc, l'accusé a la présomption d'innocence. Ah, c'est vrai, ça. Donc... Le fardeau de la preuve est à la victime. Ouais, donc, ça doit être assez compliqué de trouver des preuves, tu sais, d'agression sexuelle. C'est pas tout le temps tout répertorié. C'est vrai que ça doit être compliqué sur cet aspect-là. Hein? Juste, scénario encore plus intense, une femme qui se fait droguer puis qui se fait agresser, ben, elle va même pas avoir le souvenir de s'être fait agresser. Qu'elle va même pas le savoir. Comment elle pourrait porter plainte si elle sait même pas que c'est arrivé? C'est grave, là. Donc, pour continuer, une question un peu plus personnelle. Là.
pourquoi le féminisme, c'est une cause qui t'intéresse plus parmi d'autres, personnellement? Ben, comme je l'ai dit tantôt, là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent pour acquis qui sont égales aux hommes, là. Mais honnêtement, c'est vraiment triste à dire, là, mais c'est un peu d'être naïf, là. Il y a plusieurs hommes, puis c'est pas juste des vieux, là. Il y a encore des hommes dans la jeune génération qui nous voient pas comme égales. Puis je pense que c'est ça, on doit vraiment pas prendre nos droits et libertés pour acquis, puis se rappeler tout le chemin qu'ils ont parcouru nos prédécesseuses pour qu'aujourd'hui, on ait justement, mettons, le droit de voter, le droit de dire haut et fort qu'on est féministe. Parce qu'il y a plusieurs années, si on disait ça, on se serait fait battre dans la rue, là. C'était très mal vu de se dire féministe. Puis il y a des femmes, justement, là, qui se sont fait battre, puis qui ont subi des choses horribles parce qu'elles voulaient avoir les mêmes droits que les hommes. Fait que je pense qu'il faut se souvenir de, justement, ce chemin-là parcouru. Puis comme on disait tantôt, le féminisme, c'est vraiment juste être pour l'égalité entre hommes et femmes. Fait qu'il faut arrêter d'avoir peur de ce mot-là, de le diaboliser, puis juste être fier, puis se prononcer comme tel. Puis, en fait, c'est normal qu'il y ait des féministes radicales, là. Il y en a qui ont peur de ça, mais c'est vraiment normal parce que des fois, pour atteindre nos objectifs, il faut se radicaliser pour que les choses bougent. Puis c'est normal qu'il y ait des féministes frustrés parce que ben, ça amène énormément de colère, là. Quand tu regardes le portrait global du sexisme, ça amène énormément de colère puis d'impuissance. Donc, c'est vraiment normal qu'il y ait des gens qui soient frustrés puis en colère, puis il faut pas rabaisser le mouvement à cause de ça. Puis, tu sais, mettons juste si je me fie plus à mon expérience personnelle, là, c'est vraiment pas normal qu'on ait peur quand on revient chez nous en autobus, là. Non, c'est clair. Moi, dès qu'il fait noir, j'ai peur là, quand je reviens chez nous en autobus, là, puis je suis pas la seule. Mais c'est ça qui est drôle, tu sais, on en remarque quand même une différence, parce que, tu sais, moi, je suis un gars, puis genre, je prends l'autobus à minuit, là, puis je suis en ville, là, ben, tu sais, je me sens pas en danger. Là. Exact. Puis, tu sais, je suis convaincue que si, mettons, t'as un peu bu, ben, t'es pas plus vigilant nécessairement, là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, si j'ai un peu bu, je vais être encore plus vigilante, je vais regarder beaucoup autour de moi. S'il y a juste des gars dans l'autobus, je vais pas me sentir à l'aise. Tu sais, c'est pas normal, là. Ou juste que, tu sais, je parle de mon expérience personnelle, mais je sais qu'il y a plein de filles qui vont se reconnaître aussi, là. Juste à mon travail, justement, là, des calls de soit des collègues ou des clients, là. C'est encore pire des collègues, là. Mais moi, je travaille dans un hôtel, là. Puis, tu sais, clairement, j'ai pas l'air d'avoir 30 ans, là. Ils savent que je suis jeune. Puis, des fois, je me fais dire ah, tu viens-tu avec la chambre? Ah non, ça. Par des vieux monsieur, là. C'est dégueulasse. Puis, toutes les femmes vivent ça, là. C'est dégueulasse. Puis, c'est super accepté, là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je reçois pas ces genres de trucs-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, je travaillais au Maxi avant, l'épicerie, puis tout. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont là, tu sais. Puis, il y a des filles, des fois, ils me disaient la même chose que toi, tu sais. Ils recevaient des calls là, de vieux monsieur, là. Puis, j'étais comme, voyons donc, tu sais. Ah non, c'est... J'étais surpris, là, parce que, tu sais, nous autres, on vit pas ça, là, les gars, là, tant que ça, là. C'est une expérience universelle. Genre, toutes les femmes ont vécu ça. Puis, s'ils l'ont pas encore vécu, tant mieux pour elles, honnêtement, là. Mais peut-être que ça va venir plus tard, là, des calls comme ça, là. Puis aussi, ça peut être pas juste en milieu de travail, aussi à l'école ou... C'est vraiment de la sensibilisation, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment la sensibilisation. Puis, tu sais, c'est un peu poche, mais mettons, la plus vieille génération, ça peut être un peu une cause perdue. Mais je pense que c'est vraiment important de faire attention aux mentalités de notre génération, justement. Puis que, tu sais, c'est correct de parler de ça avec nos chums, nos amis de gars, nos frères, nos cousins. Puis justement, tu sais, comme tu dis, des fois, on s'en rend pas compte nécessairement. Mais si quelqu'un nous le dit, ben là, on s'en rend plus compte, puis on est plus sensibilisé à ça, là. Ouais, vraiment, là. C'est ça aussi, tu sais, tu dis la génération plus vieille, c'est peut-être une cause perdue, mais c'est ça, tu sais, on se rend compte que, tu sais, plus on vieillit, plus, ben, moins on veut changer, tu sais, on dirait, on veut rester dans nos habitudes. Donc, c'est vraiment là, quand on est jeune, qu'il faut faire quelque chose, tu sais, il faut prendre conscience. Ouais, c'est important, puis tu sais, faut pas se mettre les doigts, faut pas se cacher les yeux, là. Il y en a, là, des jeunes gars, là, qui ont des pensées très conservateurs et sexistes, donc faut faire attention, là. Ça, on en voit, là, tu sais, juste avec, ben, en politique, justement, là, tu sais, avec mon fameux parti de droite, surtout aux États-Unis aussi, là. Ouais, aux États-Unis, c'est vraiment plus intense, là. Tu sais, aux États-Unis, il y a littéralement il y a des mouvements complets d'anti-avortement. Ils ont le droit de manifester devant les cliniques d'avortement pour dissuader les femmes d'aller se faire avorter, tout ça. Aïe, aïe. Au Québec, il y a des lois là, par rapport à ça, là.
Ah, mais c'est intéressant. Je savais pas que tu pouvais pas manifester, même si ça serait capable de manifester devant une clinique, là, mais... Ben, aux États-Unis, ils le font. mais Puis, d'après moi, dans certaines provinces du Canada, ils le font aussi, là. aïe, aïe. Ouais. C'est drôle parce que tu sais, c'est dit dans le même pays que nous autres, là. Ouais. Il y a du monde qui le font, là. Ça montre à quel point... Parce qu'on a des mentalités différentes. Mais ça, Ouais. c'est un autre sujet là, mais qu'on a parlé le dans... pays est quand même très divisé. On a parlé dans l'épisode de la semaine passée. Mais c'est ça. Donc, justement, là, on parle des... pour continuer un peu dans qu'est-ce qu'on parle, là. Tu sais, les mouvements antiféministes. Comment on les retrouve sous quelle forme aujourd'hui, tu sais? Parce qu'avant, tu sais, c'est ça, là, c'est plus, comme on vient de dire, c'est plus subtil, tu sais, les trucs sexistes. Puis, tu sais, je me dis peut-être que les mouvements féministes sont plus subtils qu'avant, tu sais, c'est moins direct de genre, je veux pas que les femmes soient égales aux hommes, tu sais, on dirait que fait que comment ça s'interprète aujourd'hui? Comment c'est? Ben, comme je disais là, tantôt, là, il y a quand même beaucoup de gars de notre génération, je sais, qui écoutent, qui vénèrent un peu des Andrew Tate de ce monde ou des podcasts de gars, là, j'en nommerai pas, là, il y en a beaucoup, là, des podcasts de gars sexistes et misogynes qui propagent full le retour au foyer des femmes, le fait qu'on est différents biologiquement, puis qu'il faut vraiment qu'on retourne à nos tâches. Ouais, exact. Donc ça, c'est vraiment de l'antiféminisme, là, c'est du masculinisme, en fait, là. C'est vraiment, genre, ces personnes-là qui font des podcasts, là, ils ont une très, très grosse influence sur leur auditoire. Puis leur auditoire, souvent, c'est des jeunes ados gars, qui sont en recherche d'eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, qui sont très vulnérables et influençables. Puis justement, ils vont se servir de cette plateforme-là pour propager la haine puis la fausse information, là, parce que c'est littéralement de la haine, là. Des fois, j'ai déjà entendu des propos vraiment qui incitaient à la violence envers les femmes, là. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on va espérer que notre podcast soit aussi influent que ceux-là. Ouais, ça serait le fun. ça contrebalancerait un petit peu cet effet-là. Ouais. Puis tu sais aussi, un autre mouvement antiféministe qu'on pourrait observer, là, c'est, désolé pour l'anglicisme, là, mais le slut-shaming, là. Donc, qui est dans le fond, on pourrait dire de discréditer une femme parce qu'elle est active sexuellement. Puis ça, dans le fond, c'est encore une forme de contrôle sur le corps des femmes, parce que je veux dire, pourquoi tu ferais la discréditer pour ça? On fait pas ça pour les hommes. Dans le fond, c'est sûrement... on pourrait voir ça comme les hommes qui se sentent menacés par la nouvelle liberté des femmes. Mais ça, on pourra en parler un peu plus en profondeur après la pause. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il va falloir aller en pause. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de continuer d'en reparler. On se revoit sur A priori sur les ondes de Chiz 94.3 dans 2 minutes. Rebonjour tout le monde, bienvenue à priori sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis en train de parler de féminisme avec Liliane. On est en train de parler avant la pause des mouvements antiféministes. On parlait de podcasts de gars qui avaient un public assez influençable, propageait de la fausse information, c'était misogyne puis tout. Là, Liliane, pourrais-tu continuer? Qu'est-ce que tu disais déjà? Ouais, j'étais en train d'expliquer dans le fond, tu sais, le slut-shaming. Mais ça, c'est comme juste un exemple d'une manière que les hommes nous démontrent que c'est comme si ils se sentaient menacés par le fait que les femmes s'émancipaient puis avaient comme une nouvelle liberté. Tu sais, pourquoi ça dérange tant à certains hommes que les femmes soient actives sexuellement ou commencent à avoir les mêmes droits qu'eux? Tu sais, est-ce qu'ils se sentent menacés? Tu sais, c'est bizarre. Moi, s'il y a une femme noire qui me dit qu'il veut militer pour ses droits, qui a une même reconnaissance que... les Blancs, dans le fond, ben, je vais pas sentir mes droits menacés par rapport au fait qu'elle veut avoir les mêmes droits que moi. Non, c'est ça. C'est vraiment de la mauvaise information, de la fausse information qui est propagée. Ouais, puis c'est vraiment... On sent qu'il y a vraiment une haine interne, là, puis c'est ça la différence entre le sexisme puis la misogynie, là. C'est que la misogynie, c'est vraiment une haine des femmes.
Puis on le ressent vraiment beaucoup, là. Il y en a qui ont ça en eux. Puis je pense que c'est pas nécessairement conscient, mais il y en a qui ont ça en eux, clairement, pour rabaisser les femmes parce qu'ils seraient actifs sexuellement, par exemple. Ben, je pense qu'il faut vraiment que tu n'aies pas confiance en toi, là. Puis une autre affaire, là, par rapport au mouvement antiféministe, là, c'est tous les discours un peu complotistes qu'on voit, là, comme quoi les femmes féministes veulent dominer la société. Ben, c'est vraiment, encore une fois, de la fausse information. C'est complètement faux, là. Comme on a dit tantôt, le mouvement féministe, c'est vraiment juste d'avoir accès aux mêmes droits que les hommes. Donc, c'est vraiment plus de revenir sur le même pied d'égalité. Puis quand on regarde, mettons, juste la liste des personnes les plus influentes au Québec, ben, c'est majoritairement des hommes. C'est tous ceux qui ont le pouvoir, dans le fond, ceux qui sont les plus influents. C'est vrai, ça. C'est tous des hommes blancs d'un certain âge, là. Et ben, je pense que c'est vraiment juste normal de réclamer les mêmes droits que les hommes, là. Les femmes, c'est 50% de la population. Donc, c'est vraiment juste normal de vouloir réclamer les mêmes droits que les hommes. Puis c'est vraiment pas dans une perspective de vouloir prendre le contrôle sur le monde, là. Puis de toute façon, c'est complètement farfelu, là, de dire que les femmes en ce moment prennent le contrôle du monde, là. Quand on regarde les statistiques qu'on a dit tantôt, Non, c'est ça. c'est pas ça du tout qui se passe, là. Mais tu sais, je veux dire, si tu regardes les personnes les plus riches là, sur la planète, là, Ouais. pas mal tous des hommes blancs âgés, là, comme par hasard. Là, tu vois pas beaucoup de femmes, là, tu vois pas beaucoup de personnes de couleur non plus. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est vraiment plus de permettre aux hommes de remettre en cause les normes qui pèsent sur eux, là, tu sais, comme on disait tantôt que le féminisme, ça sert autant aux hommes qu'aux femmes. Ben, c'est vraiment comme, tu sais, d'éliminer là, les stéréotypes d'hommes virils qui les poussent à diminuer leurs émotions, à montrer qu'ils aiment la compétition. Fait que c'est vraiment pas de vouloir renverser les hommes, au contraire, là, ça peut autant leur servir, comme on disait tantôt. Puis c'est vraiment pas d'enlever du pouvoir aux hommes, c'est plus que les femmes puissent avoir accès au même pouvoir qu'aux hommes. C'est ça la différence. Ah, dans le fond, c'est l'égalité de base, là. C'est 50-50, là. Ouais. C'est comme la société. Là. Justement, ça me fait penser, ça me ramène petite pub pour un ancien podcast, le discours de la crise de la masculinité qui a été fait par Jérémy. Je m'en souviens, c'est pas moi qui l'animais, mais je l'avais écouté. Ouais. Puis ça parlait justement de ça, des hommes qui comme rejetaient comme la progression vers l'égalité homme-femme. Ils voulaient que ça revienne. Ouais. Vous écouterez ça si vous voulez plus de détails. Ouais, je pense que ça peut être vraiment pertinent d'écouter ça là, parce que faut vraiment se demander ça vient d'où ce désir-là de repousser ce mouvement-là. Là. Je veux dire, un homme sain trouverait juste ça sain que, mettons, sa partenaire puisse avoir accès aux mêmes droits et libertés. Mais non, c'est ça. Ouais. Donc, tantôt, je t'ai demandé par rapport aux inégalités qu'il y avait entre les hommes et les femmes, puis tu m'en as parlé un petit peu. Ouais. Là, je voudrais savoir, as-tu des statistiques par rapport à ça pour nous partager? Oui, ben tu sais, je l'ai dit tantôt, mais je vais comme en parler un peu plus en détail, là. Tu sais, par rapport, mettons, au salaire, ben les femmes gagnent en équivalent temps plein 18% de moins que les hommes. Puis là, on peut se dire, ben là, comment c'est calculé? Tu sais, je veux dire, tous les profs gagnent le même salaire, tous les éboueurs gagnent le même salaire. Mais dans le fond, c'est calculé vraiment par rapport au domaine où est-ce que les femmes travaillent. Donc, les domaines, beaucoup de prendre soin. Donc, les infirmières, les travailleuses sociales, les professeurs, les travailleuses, les psycho-éducatrices, pardon. Ben, tout ça, c'est des métiers qui gagnent beaucoup moins que, par exemple, travailler en génie industriel, quelque chose comme ça, qui sont vraiment des métiers à prédominance masculine. Donc, ces femmes-là gagnent beaucoup moins. Et en plus, comme je parlais tantôt, elles font beaucoup plus de travail invisible. Donc, 1h20 de plus par jour que les hommes, ce qui est quand même énorme quand tu penses à la fin de l'année. Imaginez, toutes ces heures-là, c'est des heures que l'homme passe à les travailler. Donc, c'est des heures que les hommes passent à gagner de l'argent de plus que les femmes. Parce que toutes ces heures-là de travail invisible, justement, le principe du travail invisible, c'est que c'est du travail qui est non rémunéré. C'est ça. Non répertorié dans notre PIB, non calculé. Exactement. Exactement. Puis ça, justement, les gens, ils pensent ça, mais tu sais, c'est pas toutes les femmes qui ont des enfants, c'est pas toutes elles qui font du travail invisible. Le travail invisible, c'est pas juste s'occuper des enfants, là.
c'est aussi faire l'épicerie, c'est penser à faire le ménage, c'est penser à envoyer des factures, payer les taxes, payer les impôts. Tu sais, c'est vraiment toute cette charge mentale-là qui est mise sur les épaules des femmes, dans le fond. Puis, comme on disait tantôt, là, on compte sur elle comme si c'était vraiment normal qu'elle le fasse. Puis, tu sais, quand on pense juste, mettons, à... Quand on voit un père qui s'occupe de son enfant, ben c'est wow, là. Oh mon Dieu, c'est tellement un bon père. Il s'occupe de... Tu sais, il joue avec son enfant ou il a pris congé pour s'occuper de son enfant malade. Alors que quand c'est une femme qui le fait, ben c'est vraiment... C'est la moindre des choses, là. C'est juste normal qu'elle l'ait fait. C'est comme là. si l'homme, ben là, il avait pas à faire ça. Fait que là, vu qu'il le fait, hein, Exact. c'est capoté. Comme- Hein, il travaille pas, il sacrifie de l'argent pour ça. Ouais, genre, exact. tu sais. Comme le classique, là, de homme qui se fait récompenser parce qu'il fait la vaisselle, là. C'est vraiment la moindre des C'est ça. choses de faire la vaisselle. C'est pour l'encourager à faire des tâches qu'il Ouais. devrait faire. Là. Puis une autre égalité aussi là, qui subsiste beaucoup, encore une fois, qui est vraiment plus cachée, c'est vraiment tout ce qui est par rapport à l'inégalité des chances entre les hommes et les femmes. On peut penser à une égalité des chances de rentrer sur le marché du travail ou dans leur milieu d'études ou vraiment n'importe où. Puis ça, c'est par exemple se faire dénigrer parce qu'on est une femme. On se fait souvent moins prendre au sérieux, surtout quand c'est, mettons, dans des domaines comme la politique, le commerce, tout ça, les finances. Ou se faire discréditer. Tu sais, par exemple, quand on pense, mettons, aux politiciennes au Québec, souvent dans les journaux comme Journal de Québec, Journal de Montréal, ben elles vont se faire discréditer par rapport à leur apparence. Tu sais, elles vont se faire critiquer sur comment être habillée, elle était trop maquillée, pas assez maquillée, trop moulant, pas assez moulant, qu'est-ce qu'elle portait. Des trucs comme ça, alors que ben, les politiciens vont être critiqués sur c'est quoi qu'ils ont dit. OK. Quand même des grosses différences, là. Tu sais, c'est vraiment encore une fois de se dire, ben c'est vraiment juste l'apparence de la femme qui compte. Donc, on va parler de ça. Alors qu'un homme, ben ce qui est important, c'est ce qu'il va dire. C'est quand même impressionnant de voir qu'il y a des journalistes qui ont quand même fait des études. Ils peuvent avoir des pensées autant primaires, genre juste, ben là, je vais penser à son apparence, genre, même si c'est on parle aucunement pas tous les journalistes, là, mais... Tu sais, je veux dire, c'est pas, on s'en fout, là, un peu quand il s'habille, là, quand elle s'habille, la personne, là, tu sais, tant que qu'est-ce qu'elle dit, c'est pertinent. Là. Ben, c'est vraiment des billets qu'il y a dans la tête des gens, là. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Puis c'est juste des billets, justement, par rapport à tout le sexisme internalisé, puis on pense comme ça, là. Ou, tu sais, même entre filles, on le fait, là. Ah, elle est pas bien habillée aujourd'hui, ou, tu sais, juste entre C'est filles, comme on un le fait. réflexe, dans le fond. Ouais, là. tu sais, juste, tu sais, tout ce qui est des bitcheries, ben, justement, c'est encouragé par le patriarcat de faire des bitcheries parce que ça crée de la compétition entre femmes. Puis ils sont moins solidaires. Exactement. Ils peuvent moins se révolter. Exactement. Tu sais, un autre exemple par rapport à ça, là, c'est, mettons que un homme vieux, ben c'est un homme, tu sais, plein de maturité, qui a acquis de la sagesse, tu sais, c'est un homme respecté. Alors, c'est comme si les hommes, en vieillissant, ils gagnaient du respect puis de la notoriété, alors que les femmes en perdaient. Tu sais, une femme vieille, ben c'est une femme pas belle, toute rabougrie, qui sert plus vraiment à rien. Souvent, ils vont être critiqués, justement. Donc, tu sais, il faut se demander pourquoi il y a cette dichotomie entre les deux, tu sais. Et ça, c'est encore dans nos valeurs de société. Là, c'est comme qu'est-ce que tu disais par rapport à la compétition entre les filles, tu sais. Tu dis que tu le fais sans même t'en rendre compte, tu sais. Puis nous, les gars, on fait pas ça. Là, non, c'est ça. Les gars font pas ça, justement. Puis c'est littéralement parce que ben vous êtes comme solidaires entre vous. Puis c'est exactement ce que le patriarcat veut. Mais ça, tu sais, je pense que, tu sais, des fois, je vois des vidéos sur Instagram, là, tu sais. C'est tant des trucs un peu comiques, mais tu sais, c'est quand même une réalité en l'air de ça, tu sais, tu vois, genre, les gars, eux autres, ça fait 3 jours qu'ils se connaissent, genre, ils sont full amis, puis tu sais, les filles, ça prend, genre, full plus de temps, genre, ou sinon, s'ils sont pas amis, ils s'aiment pas, genre. Ouais, puis ils vont comme se méfier au début, tout ça, là. C'est ça, il y a toujours comme une compétition, c'est quand même... Ouais, puis une autre égalité qu'on sent, c'est l'égalité dans les soins de santé, là. Donc, ben le classique, là, juste l'accès à l'avortement et à la contraception, ben c'est pour la santé. Donc, c'est très, très important que ça soit mis de l'avant. Puis au Québec, on est chanceux, pour l'instant, on l'a. Mais dans d'autres provinces canadiennes puis ailleurs, on sent que c'est vraiment pas de l'acquis. Ça met en danger les femmes, là. Donc, c'est une égalité par rapport à la santé. Puis aussi, il y a plusieurs articles qui sont sortis là, par rapport à la violence médicale faite envers les femmes. Donc ça, c'est le fait que dans le système de santé, c'est comme si les douleurs des femmes étaient moins prises en compte
que les douleurs des hommes. C'est comme si on s'en souciait un peu moins. Mettons par rapport à la pose d'un stérilet qui a été beaucoup critiqué, que les femmes n'étaient pas endormies quand ils le faisaient. Il y a beaucoup de violences médicales faites aussi pendant des examens gynécologiques ou des accouchements. Donc, c'est vraiment comme si la douleur des femmes était moins importante, dans le fond, là. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, puis ça va sûrement être des sujets qui vont être encore beaucoup discutés dans les prochaines années, puis peut-être même que ça va faire partie du curriculum de l'étude de la médecine, en tout cas, je l'espère. Ouais, vraiment. Puis on parlait, ben là, je vais revenir un peu, je suis en train de repenser à ça. Tu dis les femmes ont moins accès comme aux études, ils ont moins de chance. T'aurais-tu un peu plus de données là-dessus? Parce que moi, genre, me semble que j'avais entendu dire, tu sais, il y a des domaines, on dirait que genre, les femmes vont plus étudier, je pense, comme à l'université, tu sais, comme moins de gars. Les gars vont genre plus aller genre faire des DEP, genre des trucs manuels, genre. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ben, en fait, c'est plus par rapport à comment, si leur sérieux va être pris en compte, là. Donc, il n'y a pas de barrière pour les femmes à l'accès aux études, là. C'est vraiment plus que, par exemple, une femme qui va faire du travail invisible va avoir moins de temps pour les études, premièrement. Tu sais, on le sait, là, souvent, quand la première de famille, c'est une fille, ben, elle va faire un peu le travail de maman, là. Fait qu'elle a moins de temps pour étudier. Puis aussi, c'est juste une femme qui essaie de rentrer dans un domaine à prépondérance masculine, mais ça va être quand même beaucoup plus difficile. Puis elle va être, son sérieux va pas être pris en compte, là. Mettons une fille qui veut devenir ingénieure. Bon, on sait que c'est on sait que c'est très, très difficile, ce milieu-là, pour les femmes, là. Tu sais, il y a quand même, on peut dire, il y a quand même une barrière à ça, à rentrer dans un domaine où tu sais que tu vas faire rire de toi, que tu vas sûrement te faire des blagues sexistes ou des choses comme ça. Ok, dans le fond, c'est vraiment encore comme même moi, je m'en rendais pas compte. Dans le fond, c'est un autre truc subtil, tu sais, qu'il y a, dans le fond, une crainte des femmes, tu sais, vraiment de rentrer là-dedans, là. Mm-hmm. Donc, pour continuer notre sujet, là, on entend parler des fois des violences sociétales dans notre société. On pourrait essayer de développer là-dessus, dans le fond, comment ça se passe, c'est quoi un peu pour notre auditoire? Ouais. Ben, dans le fond, la violence envers les femmes est vraiment comme au sein de la société, puis on s'en rend pas nécessairement compte. Par exemple, les insultes sur Internet faites aux femmes, qui sont comme plus acceptées parce que c'est sur Internet, puis ça minimise, souvent on va beaucoup minimiser la violence faite aux femmes, justement, sur Internet. Puis ça, dans le fond, vous pourriez aller voir le documentaire Je vous salue salope de Léa Clermont-Dion, là. Elle a fait un documentaire complet là-dessus, là, la misogynie sur Internet. Puis, tu sais, c'est vraiment grave, là. Justement, il y en a qui vont se permettre beaucoup plus de violence sur Internet puis de haine parce que, ben, c'est caché. Ils pensent que les policiers, maintenant, ne pourraient pas les retrouver ou quoi que ce soit. Puis, il y a des femmes qui reçoivent vraiment des messages de haine, des menaces de viol, des menaces de mort. Donc, c'est quand même très, très grave. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qui doit être fait dans la société. Tu sais, par exemple, quand on entend parler d'un drame conjugal, la première phrase qui nous vient à l'esprit, c'est souvent « Pourquoi elle n'est pas partie? » Tu sais, si elle se faisait battre, pourquoi elle n'est pas partie? Ouais, c'est encore blâmer la victime. Alors qu'on devrait juste se dire « C'est complètement inadmissible qu'elle se soit fait traiter comme ça puis de vouloir prendre soin d'elle. » Parce que, comme tu dis, c'est encore de comme mettre la faute sur la victime ou de minimiser qu'est-ce qu'elle a vécu, là. Dans le fond, tu sais, par rapport aux agressions sexuelles là, qu'on parlait tantôt, là, c'est une femme sur 3 qui peut vivre une agression sexuelle dans sa vie. Puis là-dedans, on peut rentrer harcèlement sexuel. C'est pas juste du viol, là. Mais on parle d'agression sexuelle, une femme sur 3, là, c'est énorme. C'est quand même beaucoup, c'est ça. Comparativement à un homme sur 11 qui va vivre une agression sexuelle dans sa vie. Puis, tu sais, souvent, les gars vont dire « Ah, mais tu sais, justement, tu sais, les hommes aussi se font violer, c'est vrai. » Mais ça reste que 9 agressions sur 10, c'est fait par un homme. Mais c'est ça, c'est disproportionné, là, un peu. Ouais. Tu sais. Donc, la très grosse majorité des agressions sexuelles sont faites par des hommes. Que ce soit sur des femmes ou des hommes, là. Donc, c'est ça. On veut l'égalité. Donc, égalité, ça fait bizarre de dire ça de même, là, égalité dans les agressions. Écoute, on veut qu'il y ait le moins pas il devrait juste pas en avoir. Écoute, exact. Il devrait vraiment avoir de la prévention de fait parce qu'il devrait juste pas avoir d'agression sexuelle, point. Donc, moi, je pense qu'il faut creuser puis
aller voir comment ça se fait qu'il y a autant d'hommes qui ont ce désir-là entre eux, là. C'est quand même vraiment malsain, là. Donc, faudrait régler ça. Tu sais, une autre forme de violence, ça peut être les violences dans les relations intimes, là, donc dans un couple. Tu sais, tout le monde, je pense, connaît quelqu'un qui, dans le fond, soit connaît le chum ou la blonde, là, mais tu sais, le chum qui veut contrôler sa blonde, tout ça, tu sais, qui veut tout le temps savoir elle est où, qui veut regarder ses conversations sur son téléphone, qui veut pas qu'elle sorte au bord quand il est pas là. Tu sais, ça, c'est vraiment une forme de contrôle Ben, c'est ça, puis c'est quand même énorme. malsain, là. Puis, tu sais, C'est hyper malsain parce que c'est comme de considérer que ta blonde est ta propriété. c'est ça, comme ton objet, là. Ouais, exact. Donc, C'est- c'est hyper malsain. Ça, puis c'est ça, puis là, on blâme la victime. Ben là, pourquoi tu sors pas de ça? C'est tant malsain. Mais tu Ouais. sais, je pense qu'il faut se rendre compte des fois que, tu sais, c'est un peu compliqué, tu sais, quand t'aimes quelqu'un. Là. Ouais. Tu sais, des fois, t'as un peu de misère à dire, ah ben là, tu sais, cette personne-là, tu sais, elle est pas mal intentionnée, tu sais, ou sinon, ah ben là, cette personne-là va s'améliorer, tu sais, il m'a dit qu'il le fera plus, fait que je le crois, mais tu sais, des fois, ça prend du temps avant de te rendre compte, tu sais, que là, faut vraiment que tu laisses ça partir, là, je pense, là. Mhm. Tu sais, de laisser tomber un peu l'amour, d'être plus, tu sais, rationnel, là. Ouais, mais comme tu dis, c'est vraiment un cercle vicieux, là, les relations toxiques. Là, c'est difficile de juger parce qu'une fois que t'es là-dedans, c'est très, très difficile de s'en sortir. Là. Puis souvent, justement, quand il y a cette forme de contrôle-là, ben, il va y avoir des menaces. Là. Ah, mais tu sais, si tu me laisses, je vais te faire ça, nanana. Tu sais, souvent, il peut y avoir des menaces reliées à ça. Tu sais, puis c'est aussi genre tu sais, c'est des trucs émotionnels, c'est comme ah, ben là, si tu me laisses, ah, ben là, je sais pas qu'est-ce que je vais me faire, je sais pas exact. que je vais me devenir, puis là, tu te Exact. sens mal, genre de. C'est de la Tu sais, victimisation. c'est là. ça, là. Tu mets encore le blâme sur. C'est vraiment une forme de manipulation. Là. C'est ça. Donc, pour continuer, dans le fond, tu sais, on l'a dit souvent, là, tu sais, dans le fond, les inégalités hommes-femmes, c'est surtout, je pense on peut affirmer que c'est surtout un phénomène sociologique. Plus en 2024 que juridique, là. Tu sais, avant, c'était plus juridique, là, justement, pour que les femmes aient le droit de voter, aient le droit de. Ben, tu sais, le droit de l'avortement, ça aussi, c'est encore fragile. Mm-hmm. Mais dans le fond, je pense que serais-tu d'accord de dire que ça serait ça, dans le fond, que c'est sociologique, puis c'est ancré dans notre culture, puis qu'à cause de ça, ben, on le prend pour acquis, puis que là, on devrait dire, ben là, on en a besoin, parce que C'est ça. on l'a. T'sais, au niveau des. T'sais, aux yeux de la loi au Québec, ben, c'est vrai que les hommes et les femmes, ils ont le même statut. Puis, on le sait, là, mettons, dans la Charte canadienne des droits et libertés, puis dans la Charte québécoise des droits et libertés, ben, un des motifs de discrimination, c'est sur le sexe, puis c'est interdit. Donc, aux yeux de la loi, on est égaux, mais c'est vraiment plus en pratique que le sexisme subsiste, comme on a pu voir avec tous les exemples que j'ai donnés. Puis c'est vraiment plus du sexisme systémique qu'on fait face, puis qui est plus, je dirais, c'est plus insidieux. Parce que c'est du sexisme, mais c'est comme caché, puis c'est plus hypocrite. Donc, faut vraiment être alerte, puis s'en rendre compte, justement. Puis, tu sais, oui, aux yeux de la loi, tu sais, on a les mêmes droits et tout, mais est-ce que ça veut dire que on a fini avec les avancées juridiques par rapport aux droits des femmes? Ben, je pense que non, là. Tu sais, un exemple, c'est que en France, ben, ils ont constitutionnalisé le droit à l'avortement. Ah, Donc, c'est vrai, c'est récent, ça. ouais, donc le droit à l'avortement, c'est un droit suprême, c'est un droit qui est constitutionnalisé, donc il ne peut pas être révoqué. Puis Ça, on l'a pas, ça. Non, tu sais. exactement. Au Canada, c'est pas un droit qui est constitutionnalisé, donc à tout moment, il pourrait y avoir une loi qui, dans le fond, restreint l'accès à ce droit-là, qui est littéralement le droit de faire ce qu'on veut de notre corps, là, tu t'entends? Puis c'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Tu sais, il y avait une loi pour l'accès à l'avortement qui était une loi fédérale. C'est un jugement, je pense. Oui, exact. C'est un jugement. Puis dans le fond, ce jugement-là n'a pas été constitutionnalisé. Donc à tout moment, il pouvait être révoqué. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Ça. Nomination, mais en tout cas, aux États-Unis, les juges sont très politisés. Hein? Ouais. Donc, il fallait juste des juges de droite pour dire, ah ben là, finalement, ça marche pas, ça. Puis enlève la jurisprudence. Exactement. Mais nous, au Canada, justement, c'est quoi qui autorise l'avortement? C'est une loi? C'est une jurisprudence? J'ai pas la loi en particulier, là, mais je sais que, tu sais,
c'est sûrement une clause dans la loi sur la santé et les services sociaux, sûrement, là, OK. qui, justement, donne accès à ça. Mais d'après moi, c'est pas au Canada, là, c'est vraiment plus au Québec parce que ça relève de la compétence de la santé, là, donc c'est plus le Québec qui Oui, c'est s'occupe de vrai. ça. Mais on y a accès, il y a une loi qui nous y donne accès, mais on peut pas y déroger à part si, justement, ils décident de rendre la loi caduque. Là, donc, Mais c'est drôle parce que dans le fond, tu dis que ça serait de compétence québécoise, mais s'il serait pour interdire l'avortement, ce serait de compétence canadienne, puisque ça rentrerait dans le code criminel. Ouais. Fait que c'est quand même assez... comme une différence entre le palier provincial et le palier fédéral, dans le fond, dans qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Ouais. OK, donc, Liliane, après tout ce qu'on a dit par rapport à ça, j'aurais une autre question aussi, un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de termes avec le féminisme, puis il y en avait un autre, là, j'ai entendu parler, ça s'appelle le mansplaining. Je voudrais peut-être que moi, puis ainsi nos auditeurs, tu puisses nous dire un petit peu plus de détails là-dessus par rapport à... C'est quoi ça? Dans le fond, le mansplaining, c'est comme quand les femmes ils se font interrompre par un homme pour se faire dire comment faire quelque chose alors qu'elles le savent déjà. Là. Donc, elles se font expliquer les choses avec condescendante. Puis, dans le fond, c'est pas rare qu'il y ait un homme qui va obtenir le mérite pour son idée, alors que, tu sais, à la base, mettons, ça aurait été la fille qui l'aurait dit. Puis là, il a fait comme « Oh non, c'est pas ça. » Puis là, il a dit à la place, alors que, tu sais, mettons, elle allait expliquer quelque chose. OK. Là. Tu sais, un exemple, c'est, mettons, comme si là, tu m'avais demandé... C'est comme si j'étais en train d'expliquer le mansplaining, puis là, tu m'aurais dit « Oh non, mais c'est ça, le mansplaining. » Non, c'est pas vrai, là. C'est ça, non. là, écoute. Mais tu sais, c'est un exemple, puis tu sais, ça arrive tout le temps. Puis je sais que les gars, ils le font sans s'en rendre compte, mais ça arrive tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est comme si on prenait pour acquis que la fille, elle allait pas savoir de quoi qu'elle parle, là, ou que, tu sais, la femme est pas assez intelligente pour savoir de quoi qu'elle parle ou pour savoir faire quelque chose. Fait qu'elle va se le faire expliquer. Tu sais, mettons, il y a des femmes, là, mettons des femmes médecins. Tu sais, elle a étudié là-dedans, clairement, elle sait ce qu'elle fait. Puis elle va se faire expliquer par un gars qui est même pas médecin comment faire. C'est ça le mansplaining. C'est comme un sentiment de supériorité. Ouais, genre, c'est exactement ça. Moi, je sais quand ça marche. Là. C'est vraiment comme si les gars prenaient pour acquis que, justement, eux, ils étaient comme supérieurs, puis ils avaient la vérité infuse. Ils savaient mieux que la fille comment faire ça ou comment l'expliquer. Puis c'est vraiment comme si on prenait... comme si on voit la femme comme une petite fille. C'est comme si on voit la femme comme si c'est une petite fille qui doit se faire prendre par la main. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome, puis elle doit se faire expliquer les choses. Là. C'est vraiment la continuité d'avant que les femmes aient des droits puis que le féminisme existe. Là. Ouais. C'est comme de dire, maintenant, tu as le droit, mettons, d'être chef d'antenne, là, mais on va t'expliquer comment faire, même si tu as étudié là-dedans. Ouais. Ça, mais genre, c'est surprenant. Tu me dis que ça arrive souvent, mais genre, moi, je sais pas si j'en ai déjà fait, mais genre, j'ai pas l'impression d'avoir tant vu ça. En tout cas, ça doit quand même être un truc quand même assez inaperçu, genre. Ouais, puis tu sais, juste quand t'écoutes des séries puis des films, tu le vois, là, des fois, là. On le voit même dans la culture populaire, puis c'est beaucoup en milieu de travail, là, je pense que ça se fait. Mais même à l'école, je suis convaincue que c'est déjà arrivé que une fille était en train d'expliquer un concept là, qu'il faut étudier pour mettre un examen. Puis là, il y a un gars qui la coupe pour l'expliquer, alors qu'elle est en train de l'expliquer, mettons. Aïe, aïe. Parce que je vais essayer de porter plus attention à ça la prochaine fois. Je t'accuse pas. Mais tu l'as peut-être déjà fait, puis je pense... Puis même les filles le font des fois entre filles ou avec un gars, tout ça. Mais le principe du mansplaining, c'est vraiment le fait que ce soit un gars qui le fasse à une fille, comme si on prenait vraiment pour acquis que la fille allait pas savoir. OK. On va regarder pour ça. Ouais. On garde ça en tête. Ouais. En tout cas, on tire déjà vers la conclusion du podcast. Donc, j'aimerais ça, pour conclure, Liliane, que tu me dises c'est quoi ton avis à propos de l'avenir du féminisme. Est-ce que tu penses que ça va... tu sais, parce que là, on a les partis... Tu sais, on a beaucoup de montée de la droite dans le monde occidental, là, en Europe puis en Amérique du Nord. On le voit beaucoup, tu sais, avec les sondages, comme on parlait tantôt pour les conservateurs... Puis aux États-Unis, que c'est vraiment serré là, pour un parti de droite et un parti de gauche. Puis il y a tous les partis de droite qui sont élus
dans les pays européens, même dans l'Union européenne, la droite prend plus de place. Donc, on aurait peut-être des craintes est-ce que le féminisme recule, mais est-ce que toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça peut continuer de progresser dans le monde quand ça va stagner? Ben, mettons, présentement, malheureusement, moi, je sens qu'il y a vraiment un recul, là. Je trouve qu'il y a moins de grands mouvements féministes qui rallient beaucoup de personnes. Il y a de moins en moins de femmes qui ont l'air à se soucier de ça. Puis je trouve que c'est tellement important de ne pas perdre ça de vue. Tu sais, on est trop confortable, justement, dans les droits qu'on a en ce moment, mais il faut vraiment pas... il faut vraiment rester vigilante. C'est vraiment important de rester vigilante parce que, comme tu dis, il y a clairement une montée de la droite. Puis je pense qu'il y a une montée de la droite... ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'il y a une montée de la droite, mais même chez les jeunes, là, d'habitude, la droite, c'est plus relié à des personnes d'un certain âge. Mais on dirait qu'on sent qu'il y a ça même chez les plus jeunes générations. Fait que moi, je pense que clairement, il va y avoir un recul féministe si le Parti conservateur fédéral est élu au Canada. Puis c'est pas mal sûr qu'il va être élu. Ouais. Fait que déjà là, l'avenir est pas rose de ce côté-là. Mais je pense que ben si la population, là, si les citoyens restent solidaires puis restent féministes, même si le gouvernement ne l'est pas, si nous, on continue dans le fond, à vouloir débattre de nos droits puis de nos libertés, puis à se mobiliser quand on sent que ça se recule, ben ça peut être positif. C'est juste que il faut rester justement vigilante, comme je disais, puis il faut continuer à se mobiliser quand on sent justement qu'il y a un recul sur nos droits. C'est ça l'important. Puis ça reste que, ben, notre droit de vote, ben, c'est notre dernier pouvoir. Ben, c'est ça. Puis ça me rappelle un autre épisode que t'avais fait, justement. Ouais. L'action citoyenne, tu sais. Ouais. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu viens de dire? On voit que c'est important parce que l'accumulation des actions individuelles des personnes, ben là, mis ensemble, ça peut mettre de la pression sur le gouvernement parce que, tu sais, on sait que les gouvernements, ben là, s'ils font mauvaise figure en faisant quelque chose, ben ils le feront pas. Ouais. Donc, c'est vraiment, dans le fond, ça va vraiment avec la mobilisation individuelle pour contrer la baisse du féminisme qui pourrait peut-être arriver. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il faut rester informé. Il faut rester informé de justement qu'est-ce qui se dit en chambre, qu'est-ce qui se passe au sein du parti. Puis dès qu'on sent qu'il y a un glissement vers un recul, par exemple, mettons, sur le droit à l'avortement, ben il faut vraiment se mobiliser. Parce que si la majorité de la population montre son désaccord par rapport à, mettons, un projet de loi qui restreint le droit à l'avortement, ben le gouvernement va pas nécessairement poursuivre dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de rester vraiment au courant de ce qui se passe, là. Puis, je pense qu'il faut vraiment rester solidaire de ce qui se passe autour de nous aussi, là. Tu sais, c'est beau le féminisme au Québec, mais autour de nous, il se passe des trucs aussi, là. Ben, c'est ça. Le monde autour nous impacte, là. Ouais, juste c'est loin de nous, puis c'est dur à s'imaginer, mais en Afghanistan, ben il y a des femmes qui ont même pas le droit de sortir de chez elles, là. C'est fou, pareil. Hein? Ouais, c'est vraiment fou. Fait que, tu sais, ça, je rentrerais ça dans le recul féministe qu'on sent mondialement présentement. Puis j'espère, je vais peut-être avoir l'air naïve quand je dis ça, mais j'espère que ça sera pas le gouvernement Trump qui va passer. Parce que, honnêtement, si c'est ce gouvernement-là qui passe, c'est vraiment triste pour les femmes américaines. Puis j'ai déjà entendu des discours de femmes américaines qui vont déménager au Canada si c'est Trump qui est élu, parce qu'elles ne vont pas se sentir en sécurité aux États-Unis si c'est Trump qui est élu. Elles vont se sentir en danger. C'est drôle parce que notre épisode... parce que c'est drôle. Dans un autre sens, parce que notre épisode va être diffusé le 6 novembre. Ouais. Directement après nos chères élections américaines. Fait qu'on va avoir la réponse. Donc, vous aurez déjà la réponse en écoutant même le podcast par rapport à ça. C'est quand même un petit côté intéressant. C'est une petite coïncidence, mais honnêtement, là, si j'habitais aux États-Unis puis que c'était Trump qui était élu, je m'en irais ailleurs, c'est sûr. Ah ouais, mais parce qu'il y a quand même des États plus progressistes, là, tu sais, qui ont l'égalité par rapport à l'avortement. Ouais, mais ça reste, comme tu dis, le Congrès puis les juges de la Cour suprême ont quand même énormément de pouvoir, puis c'est au niveau fédéral. Vrai. Donc, tu sais, si au niveau fédéral, ils décident de, mettons, justement, restreindre l'accès à la contraception, comme ils ont fait avec le droit à l'avortement, mettons, ben ça va impacter tous les États. OK, ouais, c'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose qui avait parlé justement Trump. Il n'a pas pu le mettre en place parce que c'est Biden qui a été élu après lui. Mais ça s'en allait vers la restriction
à l'accès à la contraception, là. Aïe, aïe. Ouais. Donc, faut vraiment faire attention. Ah, vraiment, là. Ça, c'est entre le pouvoir de... C'est entre les mains d'une centaine de personnes dans des états clés là, qu'on Oui. pense à ça. Ah oui, c'est fou, là. Puis ils ont comme la vie de milliers de femmes dans leurs mains, là. Parce qu'il faut le voir comme ça, là. Il y a des femmes qui meurent parce qu'ils réussissent pas à se faire avorter dans des conditions salubres puis sanitaires, là. Ah, c'est fou, là. Puis après ça, il y en a qui disent qu'il faut sauver les bébés, oui, mais tu penses à la personne qui est déjà en vie avant, là. Je veux dire, c'est comme, c'est ça la priorité, me semble, là. Mais écoute, je trouve ça full intéressant que tu m'aies invité sur le podcast pour parler de ça. Puis tu sais, je trouve ça le fun que tu sois ouvert à parler de ça puis en apprendre plus. Puis tu sais, t'es full ouvert justement à changer de mentalité, tout ça, là. Donc, je trouve ça vraiment le fun, là. Ben écoute, merci, là. Moi, je suis toujours ouvert pour des nouveaux sujets, là, justement. En plus, dans le podcast, j'ai pas le choix, là. Oui. J'espère que les gars qui vont écouter le podcast vont vraiment l'écouter comme en enlevant un peu leurs préjugés qu'ils ont de prime abord, puis d'écouter ça avec ouverture, puis de pas se dire « Oh non, mais moi, je suis pas sexiste, là. » Peut-être que tu le laisses sans t'en rendre compte. Ben, puis j'inclus les filles aussi. Pour les gars, là, comme on dit, les boys, là, ouais. C'est important de réfléchir. Parce que moi aussi, des fois, il faut que je réfléchisse un peu, là, puis je me rends compte, tu sais. Des fois, on fait des affaires sans s'en rendre compte, là, puis c'est sexiste, mais l'important, c'est d'évoluer après ça. Exactement. Donc, ça conclut notre épisode pour aujourd'hui sur le féminisme. C'était vraiment intéressant de te recevoir, Liliane. J'ai appris quand même pas mal d'affaires. Merci. J'espère que nos auditeurs aussi. Oui. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour notre épisode d'A priori sur les ondes de chez 94 Tours. Bye bye. Salut.